Dans l'histoire traditionnelle, c'est la mythologie qui définit l'ennemi. Il y a eu effectivement des massacres en Algérie, c'est une évidence. Tout ce phénomène-là est un examen critique qui ne s'est jamais passé. Rappelez-vous qu'avant-guerre, la gauche était pacifiste. Quand on avait Hitler en face de soi, on se dit putain, comment on peut se tromper à ce point-là, quoi. Un type comme Sartre, il a réussi à tout manquer, c'est-à-dire qu'il a été communiste, il a été stalinien, il a été maoïste, il a été Khmer rouge, et vous vous dites, mais c'était présenté comme le grand penseur. Et donc ça veut dire que vous pouvez toujours prendre la capitale, tout le monde s'en fout. Le paysage médiatique, lui, il a changé de 2 ou 3 manières différentes. D'abord, il y a une concentration des médias, ça c'est une chose, hein, c'est quand même très important, mais concentration qui a toujours existé, mais qui n'avait jamais atteint ces proportions-là. Et Corvis va réussir une performance extraordinaire, puisqu'il va faire classer secret défense les 12 pages ou 20 pages qui concernent l'Arabie Saoudite. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 3e café incubateur de l'île Léry. Aujourd'hui on a la chance d'accueillir Pierre Conessa. Avec Pierre Conessa on va parler de relations internationales, on va parler de défense, on va parler de création de narratifs. Bon visionnage. Bonjour à tous, bienvenue sur le café de l'incubateur. Aujourd'hui on a la chance de recevoir Pierre Conessa, que nous sommes très heureux de recevoir sur l'incubateur et que je vais laisser se présenter. Ah ben non, ça c'est pas bien ça. Je vais être obligé de prononcer mon propre éloge, c'est pas juste quand même. Non, en fait, moi, si vous voulez, j'ai commencé ma vie professionnelle, parce que j'ai étudié l'histoire, et puis j'ai enseigné, et puis au bout de quelques années d'enseignement, je trouvais que je commençais à m'ennuyer, donc j'ai présenté l'ENA, puis après l'ENA, etc., etc. Alors, en gros, si vous voulez, pour vous décrire ma carrière en 2 mots, moi j'ai une durée d'emmerdement de 5 ans, c'est-à-dire tous les 5 ans, j'ai besoin de changer de métier. Et donc là, ça veut dire après l'enseignement, j'ai été... Après l'ENA. Alors le côté rigolo du phénomène, c'est que quand j'ai étudié à l'université, j'avais étudié le chinois. Je voulais me spécialiser sur l'histoire chinoise. Et puis en fait, ma formation de chinois étant un peu lapidaire quand même, quand j'ai passé l'ENA, j'étais le seul à avoir fait du chinois dans toute la promo. Donc je me suis retrouvé à Pékin pour faire le stage, ce qui était quand même une opportunité formidable. À Pékin, dans l'époque où Deng Xiaoping était en train de se cacher parce qu'il était persécuté par les derniers maoïstes, et puis en fait, j'insiste là-dessus parce que vous voyez, quand vous êtes dans une ambassade et que vous devez envoyer à Paris des informations, vous êtes dans cette situation, c'est-à-dire vous savez qu'il y en a un qui est probablement le plus astucieux mais qui risque de prendre une balle dans la tête, et vous avez une vieille garde qui, elle, veut garder absolument. Et donc, comment racontez-vous ça à Paris? Parce qu'à Paris, il va vous dire, bon, ben alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, bon. Et ça, c'est le travail des ambassades. Bon, après, moi, j'ai été juge administratif. Juge administratif, ça veut dire, en fait, on juge l'État sur les textes qu'il produit, les décisions qu'il prend, etc., qui vont être du permis de construire jusqu'à des textes réglementaires, etc., avec un pouvoir de modification et de jugement, on appelle le Conseil d'État. Il y a aussi, en particulier, les procédures d'expulsion. Quand il y avait des expulsions, qu'il y a une saisine, c'est le juge administratif qui est compétent pour juger de la décision d'expulsion. Et puis après, je suis parti au ministère de la Défense, où je suis resté là beaucoup plus longtemps, mais en changeant de fonction aussi, pareil, tous les 4-5 ans. J'ai été à la DGSE, j'ai été à la délégation aux affaires stratégiques, qui était une création qu'avait voulu Jox. C'est étonnant de penser qu'il faut un ministre de la Défense qui a connu la guerre du Golfe pour penser qu'il lui faut une direction des affaires stratégiques. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que penser qu'un ministre qui a la qualité politique de se dire « mais j'ai besoin de quelqu'un qui travaille sur l'avenir ». Et je ne vais pas avoir la réponse de mon cabinet. Vous voyez le différent du vrai. Donc il a créé cette délégation des affaires stratégiques, qui survit toujours, hein, qui existe. Après, je suis parti à la délégation générale pour l'armement, où j'ai fait aussi pareil de la prospective, et puis aussi j'ai fait de l'exportation d'armes. Pourquoi je dis ça? Parce que quand un copain de la DGA m'a proposé de rejoindre la DGA DRI, c'est-à-dire Relations internationales, je me suis dit oui, mais finalement, politiquement ou philosophiquement, je suis contre l'exportation d'armes, mais en même temps, c'est tellement facile d'être dehors sans savoir. C'est simple quand on se dit dehors, non, mais c'est sale, c'est pas. Et en fait, quand j'étais dedans, je me suis rendu compte que quand on est formé à bien faire ce qu'on nous demande de faire. Donc en fait, quand vous vendez des armes, c'est quoi? C'est vendre plus ou c'est vendre mieux? Vous voyez comment vous avez des habiletés à répondre, même aux questions qui vous gênent quand vous êtes à l'extérieur. Et effectivement, vous vous apercevez qu'il faut pratiquer pour comprendre. Bon, je vous cite un exemple. Notre meilleur client, c'était l'Arabie Saoudite. Or, l'Arabie Saoudite ne faisait pas la guerre, donc c'était bien. Les taux multiplicateurs des tarifs étaient importants, il y avait tout ce qu'il fallait. Bon. Mais en même temps, tout ce qu'ils demandaient, c'était qu'on puisse venir s'ils avaient besoin d'un coup de main. Après quoi, effectivement, quelques années dans ces eaux-là, je suis resté plus longtemps, je suis resté 15 ans à peu près. Puis ensuite, je suis parti à la CEIS, donc, qui était une boîte créée par un camarade de promotion, Olivier Darazon, qui était une des boîtes de l'intelligence économique, qui marchait bien d'ailleurs, qui était très active, très efficace, voilà. Puis après, j'ai glissé doucement vers la retraite.
où je suis maintenant. Situation stable s'il en est. Très bien. Avec vous, on avait envie d'échanger autour de l'actualité internationale, forcément, autour de cet épisode début avril 2025. Donc il y a eu énormément de rebondissements avec l'arrivée de l'administration Trump au pouvoir. Vous aviez dit dans de précédentes interviews que les États-Unis ne comprenaient pas la guerre puisqu'ils n'avaient pas la culture de la guerre. Dans vos propres mots, vous parliez de... Ils n'ont pas la culture des tickets de rationnement, ils n'ont pas la culture des villages rasés, etc. Et que ça expliquait d'une certaine manière en quoi les États-Unis ne comprenaient pas les guerres qu'ils faisaient. La question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que la France a toujours, finalement, la culture de la guerre de 39-45 et des guerres qui ont suivi, alors qu'on a un personnel politique qui se rajeunit, une population qui évolue, est-ce qu'aujourd'hui on est toujours dans une situation où on peut prétendre connaître la guerre? Non, de toute façon, on ne connaît jamais la guerre parce que par nature, la guerre, l'autre ne la fait pas comme vous l'attendez. C'est ce que je veux dire, on pense que l'autre, on a cette supériorité, on a ci, on a ça, et donc l'autre est prié de se plier à vos règles. Or, la plupart du temps, la surprise stratégique, c'est de faire exactement le contraire. Bon. Quand, je vous en cite un exemple, en 1945, quand on est, ou même dans les années 50, on va reprendre la recolonisation et on va faire la recolonisation des colonies qui s'étaient un peu émancipées pendant la guerre, en faisant une guerre classique. On va envoyer le contingent, etc. Mais en fait, fondamentalement, les autres ne font pas la guerre. Ils font de la guérilla, ils font de l'attentat terroriste, etc. Donc, c'est exactement la guerre par principe, c'est celui qui innove et qui crée une nouvelle manière de faire la guerre qui a des chances de l'emporter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la culture de la guerre, il y a des distances énormes, si vous voulez, entre toutes les critiques. Bon, les Américains, effectivement, n'ont pas connu la guerre sur leur territoire jusqu'au 11 septembre. Alors, ils avaient par contre une culture de la guerre qui était essentiellement cinématographique. Or, cinématographique, comme il y avait 1700 westerns, vous pensez bien qu'effectivement, le méchant c'était l'Indien et que le cow-boy l'emportait toujours. Un exemple que je cite souvent, c'est que dans les westerns, un cow-boy, ça met une balle dans un crouton de pain à 50 pas, et dans les films de guerre modernes, aujourd'hui, ils se tirent dessus pendant des heures, ils ne se touchent pas. Bon, donc il y a en fait une espèce d'éloge de l'arme, si vous voulez, qui est de la culture américaine. Il y a une deuxième caractéristique, c'est la création du super-héros. Dans les films hollywoodiens, vous avez des mecs complètement surréalistes, qui en plus n'ont pas fait la guerre. C'est-à-dire Stallone n'a jamais fait la guerre. Donc c'est quand même fascinant de penser qu'ils vont devenir les héros. Alors, autre caractéristique cinématographique qui m'amuse beaucoup, c'est que vous voyez que par exemple Rambo, il est comment dire, avec un bandeau autour de la tête et puis un gilet-jaquette ouvert sur sa poitrine musclée, qui est le contraire du combattant moderne. Vous savez, le combattant moderne, il a des casques, il a des lunettes, il a du gilet pare-balles, etc. Donc ça vous dit, c'est bizarre qu'il s'équipe comme ça, puisque Rambo tout seul, avec son gros couteau et tout ça, il peut faire tout ce qu'il veut. Vous voyez cette image que ça donne de la violence. C'est quand même une espèce d'image complètement pervertie, parce qu'évidemment, l'histoire de Rambo, une minute, est intéressante, parce que ce film était un film à petit budget, mais il touche au fond les États-Unis, parce que c'est le retour d'anciens combattants qui est malmené, dans un village où le shérif le persécute, etc. Et en fait, ça va le fâcher, donc finalement, il va raser le village. Mais enfin, c'était une juste retour des choses. Dans Rambo 1, il y a un mort, c'est un mec qui tombe d'un hélicoptère en tirant sur Rambo. Le succès du film est tel que du coup, ils se disent il faut qu'on fasse Rambo 2, puis Rambo 3, puis Rambo 4. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que Rambo ne peut pas mourir. Sinon, vous ne pouvez pas faire Rambo 2 ou Rambo 3. John Wayne a fait 130 ou 140 films, je ne sais pas, mais il meurt 19 fois. Mais c'est pas grave, parce que John Wayne, il va être en tant que cowboy, en tant que combattant, etc. Mais vous voyez, le succès du film va générer une mythologie cinématographique qui, effectivement, aujourd'hui, je ne sais plus combien on en est, on doit être à Rambo 5 ou 6. Mais alors, à chaque film, le nombre de cadavres augmente. C'est-à-dire que dans Rambo 1, qui va succéder à Rambo, je crois qu'il tue 57 personnes, et dans Rambo 2, il en tue 350. Tout ça étant difficile à dénombrer, puisque quand il est fait sauter à la dynamite, vous ne pouvez pas compter le nombre de cadavres que ça fait, et quand il tire dessus à la mitrailleuse non plus. Mais c'est pas grave, ça vous montre, si vous voulez, comment la violence est instrumentalisée dans un processus cinématographique pour instaurer le super-héros. Bon. Voilà, donc ça, ce sont des mécaniques qui sont proprement hollywoodiennes et proprement américaines, et ça ne vous donne pas une culture de la guerre, ça vous donne une culture d'une espèce de violence mythique, mythologique. Et donc vous imaginez bien, quand il y a le 11 septembre, c'est-à-dire que vous avez filmé en mondiovision la destruction des tours, etc., ça provoque un choc dans les sociétés américaines. Choc qui évidemment appelle à ce qu'on fasse la guerre, la vengeance, quoi.
Et le discours de George Bush en janvier 2002 est absolument fascinant parce qu'il va dire l'axe du mal, c'est l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord, alors qu'il n'y a ni Iraniens, ni Irakiens, ni Nord-Coréens dans les avions. Il n'y a qu'un Saoudien, mais il n'est pas question de faire la guerre aux Saoudiens. Donc vous voyez comment même dans les démocraties, on pervertit une analyse stratégique pour des raisons politiques. Bon, la suite de l'histoire, vous connaissez. Alors j'arrête aussi une minute sur un épisode que je trouve toujours très amusant, c'est le problème des Afghans. Moi j'étais allé en Afghanistan avant les Russes, hein, donc je n'ai aucune responsabilité, j'ai un alibi. Mais on se rend vite compte, quand on est sur le terrain en Afghanistan, que chaque vallée est différente de la vallée à côté. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une zone de confins au sens géopolitique du terme. C'est-à-dire c'est une zone où se sont réfugiées toutes les populations environnantes qui étaient emmerdées par les empires autour. Bon. Et donc ça veut dire que vous pouvez toujours prendre la capitale, tout le monde s'en fout. Mais pour nous, prendre la capitale, c'est déclarer la fin de la guerre. Donc on dit, si vous êtes pris d'arrêter maintenant, parce qu'on tient la capitale, les autres, c'est pas grave. Et donc les Anglais se sont cassés les dents au XIXe siècle, les Russes au XXe siècle, et les Américains, quand ils vont débarquer, vont se casser les dents aussi. Et ils vont rester 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y avait autour de George Bush des gens qui lui disaient, vous inquiétez pas, l'Afghanistan, ils n'attendent que nous, quoi. Il faut libérer les femmes afghanes. C'est un objectif, ça, libérer les femmes afghanes. Comme vous avez vu le succès, le retour des talibans aujourd'hui. Donc ceci devrait provoquer une espèce de crise d'examen de la part des décideurs en disant, mais attendez, on ne sait pas parce qu'on a la supériorité militaire qu'on gère une crise. Vous savez, quand Robespierre disait personne n'aime les missionnaires armés, et pourtant il était révolutionnaire. Hein, bon. Mais c'était pour vous dire combien ce processus décisionnel, moi c'est plutôt ça que j'ai fréquenté que les crises de terrain, parce que, encore une fois, être dans cet ensemble-là où on se pense que comme on est dans une entité démocratique, il va y avoir débat et donc il y aura une solution juste, logique. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Voilà. Donc ça, c'est mon cursus. Et puis, effectivement, maintenant, je m'essaye de mettre au propre un peu toutes ces expériences. Pour revenir un petit peu justement sur la France, est-ce qu'elle n'a pas perdu en fait la culture de la guerre du fait du parapluie européen, par exemple? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut recréer comme ça un narratif, alors même que ce dont on a parlé, c'est quand même une perte, au moins partielle, d'une culture de la guerre en France? C'est-à-dire que nous, on a eu la chance d'avoir un personnage qui s'appelait Charles de Gaulle, quand même. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, quand il arrive au pouvoir en 1958, il va tout de suite avoir comme idée que la France doit avoir le statut de puissance nucléaire. Et donc, il va lancer le programme nucléaire. Vous connaissez les essais dans le Sahara, enfin bref. C'est-à-dire un homme qui pensait justement que la puissance allait avec une puissance militaire. S'il n'était pas que ça. Alors en plus, il était dans la guerre d'Algérie, donc c'était d'autant plus difficile que rappelez-vous que la guerre d'Algérie, à la différence de la guerre du Vietnam, c'est une guerre où est mobilisé le contingent. C'est-à-dire qu'il y a plus d'1 million de Français, de jeunes Français qui sont passés en Algérie. Et donc, parler de la guerre à ce moment-là, pour eux, c'était ça. C'était l'idée, non, les guerres de décolonisation, c'est fini maintenant, etc., c'est la paix. Le parapluie otanien, évidemment, fournissait une garantie dont beaucoup d'États se satisfaisaient, puisque finalement, à la différence de De Gaulle, eux n'estimaient pas absolument indispensable, non seulement de se doter du nucléaire, mais d'avoir une autonomie industrielle, si vous voulez, aussi significative que l'est l'industrie de défense française. Elle n'est pas totalement autonome, il y a toujours des coopérations, il y a toujours des coopérations avec les États-Unis, etc. Mais enfin, la France a cette originalité-là, c'est-à-dire qu'elle dispose d'une industrie de défense qui est, dans certains domaines, quasiment concurrente de l'industrie américaine. Il y a des alliances européennes, ça c'est quand même très important, c'est-à-dire que, par exemple, Airbus a dépassé Boeing, et Airbus fait des avions de transport, etc. etc. Donc, vous voyez, vous avez des exemples comme ça, mais ce bilan des points forts et des points faibles est assez difficile à établir, parce que si vous le prenez au niveau européen, vous dites, il faut des nations motrices, quoi. Il faut que les nations s'investissent, comme l'ont fait les Anglais, comme l'ont fait les Français. Les Allemands vivaient dans cette culpabilité de la guerre, et donc, finalement, pour être sous parapluie américain, c'était aussi une manière de dire, vous voyez, nous ne sommes plus bellicistes, quoi. Donc tout ça est une culture en mutation, et puis voilà, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Mais alors du coup, comme vous l'avez très bien décrit, ce narratif que vous avez illustré avec le cas de l'Allemagne, de Pax Americana, de paix en Europe assurée par l'OTAN sous le parapluie américain, etc. En tout cas, à très court terme, ce qu'on peut regarder dans le rétroviseur sur ces derniers mois, c'est un délitement de cette coopération, en tout cas au moins dans les mots, c'est le minimum qu'on puisse dire. Est-ce qu'on a encore justement aujourd'hui les outils pour recréer un narratif européen de défense, aussi bien d'un point de vue stratégique que de la manière dont on va l'expliquer à la population? Les nouveaux enjeux, les changements d'alliance et le changement de paradigme international.
d'autant plus du fait qu'on n'est plus sur une confrontation strictement militaire, c'est le cas en Ukraine, mais aujourd'hui on a une extension, une diversité des conflits, ce que les Chinois appellent la guerre hors limite, où on est aussi en confrontation économique, industrielle, juridique, cyber, avec... C'est-à-dire qu'il ne faut pas abuser du terme de guerre, hein. Il n'y a pas une guerre économique. Une guerre économique, c'est quand vous bombardez les lieux de production de l'adversaire quand même, hein. Qu'il y ait des rivalités économiques, qu'il y ait des rivalités qui soient assez fortes, qu'il y ait des guerres concurrentielles par le réglementaire, le législatif, tout ça, c'est ce qu'on veut. Mais si vous voulez, le terme de guerre, c'est quand même le moment où, si vous voulez, on ne respecte plus les règles de la vie habituelle. Ça veut dire en particulier, vous avez le droit de tuer. On vous demande même de tuer. Si vous ne tuez pas, si vous êtes tué par vos compatriotes. Donc c'est quand même une différence essentielle. Mais enfin, c'est très à la mode la guerre, donc effectivement, on l'utilise dans tous les termes. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est très paradoxale, puisque on vivait dans une bipolarité qui était d'autant plus rassurante qu'effectivement, les Européens se disaient, si la protection américaine est là, il faut garantir, il faut participer à l'OTAN, il faut être discipliné, il faut être d'accord avec eux, etc., etc. Mais s'écroule le bloc soviétique, avec des États indépendants qui demandent justement la garantie otanienne. Donc tous ces anciens pays satellites vont demander à ce que l'OTAN s'étende. Et puis vous avez de l'autre côté une URSS qui va s'écrouler et qui va donner naissance à 15 États différents. Bon, ces 15 États, c'est le marché aux puces, c'est-à-dire les États baltes demandent une seule chose, c'est à rentrer dans l'OTAN. Les États d'Asie centrale, eux, ils sont très embêtés parce qu'ils ont des populations russes dans leur truc, dont l'Ukraine. Et donc, ces découpages, qui étaient des découpages administratifs, deviennent tout à coup des frontières internationales. Bon, c'est pas évident à gérer, hein, parce que vous étiez citoyen soviétique, je ne sais pas comment ça fonctionnait, mais enfin, vous aviez grosso modo une modalité de déplacement, de vie, etc., qui se retrouve tout à coup entravée par cet éclatement. Or, cet éclatement, comme on le voit en Ukraine, on dispersait sur beaucoup de ces nouveaux États indépendants des communautés russophones, qui étaient des anciennes puissances dominantes et qui se retrouvent population soumise, scénario ukrainien. Donc, tout ça fait que la guerre est redevenue, en tout cas la violence est redevenue une espèce d'habitude. Deuxième chose, on a connu aussi beaucoup le terrorisme. Le terrorisme, c'est une forme de violence qui, évidemment, est la violence du faible au fort, hein, de celui qui n'a pas les moyens de combattre par des moyens réglementaires. Et donc tout ça a fait que, si vous voulez, toute cette tranquillité d'esprit qui était celle de la guerre froide, c'est en train de se déliter. Et puis évidemment, l'apparition de Trump, lui, alors tout à coup, met les Européens au pied du mur. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses qui changent en même temps quand même. Justement, ce changement-là, avec le mandat Trump, il a impliqué une réponse de l'UE qui, du coup, se réarme. Hein, on parlait même potentiellement d'envoi de troupes européennes. Comment il se forme ce narratif dernièrement, vous qui voilà, connaissez extrêmement bien cet enjeu-là, comment il se forme ce narratif-là, et dans les médias, et qui en parle, et comment on fait quand, pendant des années, le risque n'était pas aussi proche? Oui, je suis d'accord avec vous. Le risque était figé surtout. C'était ça la principale caractéristique. Là, effectivement, je vous dis, le seul fait que l'Ukraine soit cette espèce d'entité qui est la mère patrie de la Russie, qui a une minorité russophone importante dans les parties est, qui parle une langue qui se veut différente du russe, etc., qui fait la révolution démocratique, ça, c'est une entité géopolitique qu'on a du mal à penser. Parce qu'effectivement, autant les anciens pays satellites ont finalement rentré dans l'OTAN, etc., et donc finalement se considèrent sous parapluie otanien, en tout cas tant qu'il était américain. Et par contre, l'Ukraine est une espèce de coin enfoncé dans l'entité russe, avec une légitimité, si vous voulez, qui a beaucoup de mal à se définir. On voit juste à côté la Biélorussie continuer dirigée par un ancien apparatchik, et lui, ça ne lui pose pas de problème de rester rattaché à la Russie. Par contre, pour l'Ukraine, on voit bien que la révolution de Maïdan a quand même considérablement fait changer les cartes. Et donc, sans vouloir participer à la guerre, les Européens préfèrent aider. Mais enfin, jusqu'à quel point et en même temps, c'est une guerre qui est compliquée à comprendre parce que l'armée rouge n'a pas mis tous les moyens dont elle disposerait. Enfin, on peut le penser. Ou alors, peut-être que justement, l'armée rouge n'est pas ce qu'on croyait. Mais le seul fait de s'interroger sur l'armée rouge renvoie à quelque chose qui est très important, c'est est-ce que c'était finalement cette espèce de monstre militaire qui allait déferler dans les plaines d'Europe centrale et d'atteindre Strasbourg en quelques heures? C'était la vision de la guerre froide.
Or, quand les Russes envahissent l'Afghanistan, on se dit, bon, le match va se jouer en 2 heures, quoi. Et effectivement, ils occupent Kaboul. Mais je suis sûr qu'aucun des conseillers de Brejnev lui a dit, vous savez, on va se planter. D'abord parce que c'est difficile de dire à un dictateur qui va se planter. Il ne faut pas s'amuser à ça. Et donc, l'armée rouge dont on avait la mise en œuvre, si vous voulez, réelle en Afghanistan n'était pas du tout celle qu'on décrivait dans les manuels de géopolitique. D'abord parce qu'elle se plante, qu'elle préfère se planquer dans des camps, qu'elle préfère ne pas sortir, que la logistique marche mal, etc. Et donc on dit, mais merde, c'était donc pas ce monstre qu'on décrivait qui justifiait notre propre erreur de défense, la couverture américaine, etc. Et donc l'armée rouge qu'on voit aujourd'hui en Ukraine, est-ce que c'est celle qu'on décrivait dans les années 50-60 ? Est-ce que c'est celle qui a connu ce profond effondrement de l'URSS avec toutes les difficultés des années 90, vous vous souvenez, où on se parlait et finalement, comment dire, le système soviétique était en train de s'encrouler, dont l'armée. Bon, finalement, la question, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui qu'est-ce que vaut cette armée rouge, sauf le fait que, vous voyez, tous les jours, on dit ils vont pas tarder à prendre Kherson, ils vont pas tarder à prendre la Crimée, ils vont pas tarder à faire ci, sauf qu'effectivement, on voit que la carte bouge assez peu. Donc, se faire une idée de la valeur opérationnelle de l'armée russe, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, quand on vous invite sur un plateau télé, on vous pose des questions en vous disant qu'est-ce qui va se passer. Si vous dites je ne sais rien, en général, vous n'êtes pas plus invité, mais ce n'est pas grave. Donc, vous voyez, ça fait partie du jeu médiatique, tout ce que je vous décris là. Voilà, donc sur le fond, effectivement, est-ce qu'on a raison ou est-ce qu'on a tort de considérer que l'armée russe est une menace? Ce qui nous a donné vraiment le coup de pied au derrière, c'est surtout la position de Trump. Surtout que Trump nous dit, bon, maintenant débrouillez-vous, faites-vous vos propres forces. Et justement, comment il se forme le traitement médiatique? Est-ce qu'il a changé? On sait que le traitement médiatique entre, par exemple, le début de la guerre en Palestine et la fin n'est pas du tout le même. Est-ce qu'ils sont aussi métamorphosés, ces bellicistes de plateau, en tout cas pour la guerre russo-ukrainienne? C'est-à-dire que le paysage médiatique, lui, il a changé de 2 ou 3 manières différentes. D'abord, il y a une concentration des médias, ça c'est une chose, hein, c'est quand même très important, mais concentration qui a toujours existé, mais qui n'avait jamais atteint ces proportions-là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, ça veut dire que de toute façon, il y a sur chacune des médias, il y a des lignes officielles, avec une bien-pensance qu'il ne faut pas violer. Deuxième chose, on voit bien que l'apparition des chaînes d'infos en continu fait que l'information est une immédiateté continue. C'est-à-dire, vous allez allumer votre télé, on va vous donner des nouvelles de ce qui se passe à droite ou à gauche. Et en fait... peu de vérification des faits, donc, aussi. Il y a ça, et puis il y a le fait que, si vous voulez, c'est des plateaux télé qu'on va interpeller le pouvoir politique, en disant, mais attendez, regardez, il y a un bombardement, etc. On ne peut pas ne pas. C'est-à-dire, ce que j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel, si vous voulez, c'est composé de gens qui, à partir des plateaux télé, vont interpeller le pouvoir politique en disant, j'en viens, j'ai vu les massacres, je sais qui sont les gentils, je sais qui sont les méchants. Et en général, c'est l'interpellation, on ne peut pas ne pas. On ne peut pas ne rien faire. Moi, je me suis amusé une fois à écrire un télégramme diplomatique sans objet, parce que j'en ai vu des milliers de télégrammes comme ça, d'ambassadeurs qui disaient « je suis dans une région du monde où les intérêts français sont si importants, etc. etc. » Bref. Et donc, évidemment, le paroxysme de ça a été BHL avec la Libye, puisque là, il va en Libye, il voit des gens qui manifestent. Kadhafi faisait la figure du méchant absolu, et donc, si vous voulez, le scénario était assez facile à établir. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on obtient à l'ONU un mandat d'interdiction de survol, c'est-à-dire que les avions français et anglais doivent empêcher Kadhafi d'utiliser son aviation, qui est un élément de supériorité absolue, à partir du moment où court la rumeur qu'une colonne de chars est en train de partir vers Tripoli, les aviateurs reçoivent instruction de bombarder au sol, ce qui n'est plus le mandat de l'ONU. Là, c'est un mandat donné par le gouvernement français et anglais. Et donc, à ce moment-là, la scène s'enflamme, Kadhafi comprend qu'il a perdu, il se sauve, il est attrapé, il est lynché, etc. Vous avez vu ces images. Donc là, vous avez quelque chose qui est assez intéressant dans son mécanisme de déclenchement, et surtout dans son résultat, parce qu'au bout du compte, on n'a toujours pas de pouvoir aujourd'hui en Libye. Et par contre, c'est devenu un immense couloir d'arrivée de migrants africains. Donc, BHL, 2 ans après ça, a déclaré dans une interview,
tant mieux si j'y suis pour quelque chose. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Bernard-Henri Lévy, que vous êtes responsable du déclenchement d'une guerre? Aussi simplement que ça? Non, responsable du déclenchement d'une guerre, ce serait me faire trop de crédit et trop d'honneur. Mais en revanche, avoir contribué à l'époque à convaincre Hillary Clinton, il n'y a pas que Sarkozy, j'étais allé voir Hillary Clinton, j'étais allé voir Cameron, j'étais allé voir les parlementaires américains, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé partout où je pouvais crier ce que je savais, ce que j'avais vu, parce que moi je vais voir avec mes yeux et écouter avec mes oreilles sur le terrain. Donc je rentrais de Benghazi, après je rentrais de Misrata, la ville assiégée, où il n'y avait pas tant de journalistes que ça. Donc c'est vrai que j'ai fait tout ce que j'ai pu auprès de Sarkozy et d'autres pour les alerter. Et si j'ai une petite responsabilité dans le fait qu'ils ont lancé cette opération de sauvetage et qu'ils ont continué, bah, tant mieux, je suis très fier de ça. Alors. Donc c'est vraiment un remarquable, comment dire, c'est un type qui est assez étonnant parce qu'encore une fois, il est interrogé partout, il fait une rubrique dans Le Point. En altérance avec Kamel Daoud, ça veut dire que vous vous rendez compte, Kamel Daoud, c'est pas la même pointure, quoi. Mais ça fait rien, il a cette place assise, il a ces trucs sur les plateaux télé. Donc c'est de nature à s'interroger, si vous voulez, sur le mode de fonctionnement médiatique et sur le rôle de certaines personnalités. Alors là, je suis en train de finir, j'ai fini un bouquin justement sur ce sujet-là, c'est-à-dire sur victimisation et repentance. En 2 mots, je vous le dis parce que je crois que c'est le processus historique qui peut vous intéresser. Donc en gros, à partir du moment où disparaît l'URSS, si vous voulez, toutes les caractéristiques de la... Comment dire? Non, reprenons plus avant. Entre le début du XXe, l'Occident est triomphant. Colonisation, révolution industrielle, etc., etc. Colonisation de la moitié de la planète, on se partage ça avec les Anglais et les Allemands, bref. Guerre de 14, 20 millions de morts, il y a de quoi quand même créer une espèce de crise psychologique. Et les intellectuels occidentaux vont considérer que ce système qui est capable de provoquer des guerres aussi meurtrières, hein, ce n'est pas les guerres napoléoniennes, hein, là c'était vraiment du massacre quotidien, commence à être extrêmement critique sur ce système. Et ils vont, pour beaucoup d'entre eux, adhérer aux utopies du XXe siècle. C'est-à-dire il y a ceux qui vont devenir fascistes, ceux qui vont devenir nazis, ceux qui vont devenir communistes, et avec ce discours extrêmement critique sur ce qu'est cette société. Ensuite, Deuxième Guerre mondiale, 50 millions de morts, donc le score encore meilleur, si vous voulez. Et puis, comme l'URSS fait partie des vainqueurs, il est hors de question de critiquer l'URSS. Donc on est dans ce monde qu'on a connu pendant toute l'époque de la guerre froide, où une grande partie des intellectuels continuent à entretenir à l'égard de l'URSS une espèce de regard magique, puisqu'on faisait semblant de ne pas voir ce qui était. Or ça, c'est quand même grave, parce que ça veut dire que les intellectuels sont quand même des gens qui sont censés réfléchir à la situation, mais ce sont les règles de fonctionnement de Paris qui l'emportent, si vous voulez, sur les règles de fonctionnement de la région. Un type comme Sartre, il a réussi à tout manquer, c'est-à-dire qu'il a été communiste, il a été stalinien, il a été maoïste, etc. Il a été Khmer Rouge, et vous vous dites, mais c'était présenté comme le grand penseur. Donc ça veut dire qui labellise le grand penseur. Bon. Et par contre, vous aviez des gens comme Camus qui disaient, ben merde, moi je suis né en Algérie, entre ma mère et la cause, j'ai des hésitations. Mais il avait l'hésitation d'un intellectuel, pas un fournisseur de solutions. Donc ce rapport avec les intellectuels, et surtout cette fascination pour les utopies laïques, si vous voulez, est quand même assez grave dans le paysage français. Donc, si vous voulez, on est aujourd'hui, avec la disparition de l'URSS, dans un monde complètement nouveau, parce qu'il a cette disparition du navire amiral, qui était l'URSS, a plusieurs conséquences dont on mesure à peine les effets. Pendant longtemps, la pensée critique était structurée par le marxisme, qui est d'ailleurs une bonne clé d'explication, mais simplement la mise en œuvre, on ne peut pas dire qu'elle est réussie partout. Même les Chinois, ils ne se disent plus marxistes. Bon. Et donc, vous aviez un outillage intellectuel qui disparaît complètement. Ça veut dire un vide d'outillage intellectuel. Que là-dessus, si vous voulez, vous ayez eu des poussées religieuses de gens qui trouvent à nouveau, mais dans un autre domaine, une espèce d'utopie à réaliser, c'est quand même fascinant, parce que ça se dit, merde, quand est-ce qu'on va commencer à devenir majeur, quoi? Vous voyez bien qu'aujourd'hui, toutes les grandes aires religieuses ont des radicalismes. Alors évidemment, nous, l'islam, on la fréquente d'autant plus près, mais on voit bien avec Gaza qu'il y a un radicalisme juif, de gens qui finalement nient aux Palestiniens le droit à l'existence, que vous avez aux États-Unis des néo-évangéliques qui vont supporter l'invasion de l'Irak, alors que l'Irak n'a rien à voir dans le 11 septembre, c'est quand même assez étonnant. Vous avez effectivement, même chez les bouddhistes et chez les hindouistes, vous avez pareil.
chez les bouddhistes, vous avez un type qui s'appelle Viratu, qui passe son temps à dénoncer la présence des Rohingyas. Les Rohingyas étant des pauvres mecs qui ont été amenés par les Anglais pour travailler sur les plantations de thé, qui n'ont même pas eu la citoyenneté birmane quand le pays est devenu indépendant. Donc ce sont des apatrides, alors qu'on n'a normalement pas le droit de créer des apatrides. Mais, donc vous dites, attendez, le bouddhiste, on connaît, c'est Mathieu Ricard, c'est le Dalai Lama, etc. Rien du tout. Dans toutes ces aires religieuses, là, vous avez des types qui sont de véritables fascistes. Et donc, j'en arrive à m'interroger, je me dis, mais est-ce qu'on a toujours besoin de croire une utopie? En parlant d'utopie et un petit peu de pensée politique, l'Europe et plus globalement l'ordre international qu'elle a façonné était basé sur la vision libérale des relations internationales, basée sur le droit, le règlement pacifique des conflits, l'encouragement à la diplomatie, etc. C'est un ordre international qui a plus ou moins fonctionné jusqu'ici, à l'exception de toutes les fois où ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, quand on observe, en prenant des pincettes, un délitement du lien qui unit les États-Unis et l'Union européenne qui était basée sur ces mêmes principes, est-ce qu'on doit réexaminer nos priorités stratégiques, non plus forcément au vu des idéaux qu'on a fondés en Occident et qu'on essaie de défendre à l'international, mais aussi d'un point de vue qui va être beaucoup plus réaliste, c'est-à-dire que maintenant qu'on n'a plus les alliés américains, on va devoir gérer la dette autrement, gérer l'arsenal nucléaire autrement. Entre guillemets, est-ce que c'est la fin des interventions de libération, d'émancipation des peuples, pour revenir à une vision plus réaliste, plus auto-centrée peut-être des interventions européennes? Oui, enfin, il y a plusieurs plans, effectivement, dans ce que vous dites, parce que les crises dans lesquelles on a été sollicité en tant qu'occidentaux, hein, c'est-à-dire européens, américains, ça a d'abord été la crise de Yougoslavie. La crise de Yougoslavie, elle était chez nous. Donc théoriquement, on aurait dû arriver à faire quelque chose, mais on était tellement convaincus après la victoire de la guerre du Golfe que la simple apparition de casques bleus français et anglais allait calmer tout le monde. Bon. Rien du tout. Ils étaient dans un processus d'explosion qui était un processus d'explosion violent. Alors c'est assez désespérant parce qu'on se dit, la Yougoslavie, c'était la création de cette fédération des Slaves du Sud, hein, c'était l'étymologie, par Tito qui était en fait un Croate. Mais la majorité était serbe. Bon. Mais enfin, l'individu devait avoir une poigne de fer qui les a fait tenir ensemble pendant longtemps. Et puis, dès qu'il est mort, en fait, le système a commencé à se déliter. Et puis, tous les dirigeants occidentaux se sont trouvés face à un problème qui était assez simple. C'est est-ce qu'il faut maintenir la fédération titiste ou est-ce qu'il faut la laisser exploser? C'est facile a posteriori de dire on aurait dû. C'était pas évident parce que, encore une fois, plus l'opposition devenait violente, plus les massacres se poursuivaient, plus on se rendait compte qu'on n'arriverait pas, en tout cas, à cautériser l'ensemble pour le faire. Bon. Ensuite, il y a une deuxième chose qui, évidemment, bouleverse aussi le paysage, celle dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la guerre du Koweït. Avec la guerre du Koweït, contre la 4e armée du monde, on est censé avoir finalement les moyens militaires d'intervenir sur toutes les crises. Bon. Mais en fait, c'était une illusion, parce qu'encore une fois, on a pensé que résoudre une crise par des moyens militaires, puisqu'on avait la supériorité, ça suffisait à apparaître. On le voyait en Yougoslavie, ça ne suffisait pas. Il a fallu l'intervention américaine pour que les bombardements au Kosovo fassent plier les Serbes et que finalement on aboutisse à un plan de paix. Bon. Donc là où on pensait, si vous voulez, que finalement les deux puissances qui étaient la France et la Grande-Bretagne suffisaient à donner une consistance à la défense européenne, c'était avéré faussement. Deuxième remarque à propos de l'Europe, quand même, qu'il ne faut pas sous-estimer. L'Europe n'a pu se construire que parce qu'il y a eu la réconciliation franco-allemande. C'est-à-dire que l'Europe est la seule région du monde dans laquelle il y a eu un processus de déconstruction de l'ennemi. Hein, c'était ce qu'a voulu De Gaulle avec Adenauer, en disant, bon, on a fait 3 matchs, il vaut peut-être mieux arrêter. Et c'est là-dessus qu'on va construire l'Europe. C'est-à-dire l'idée qu'on puisse résoudre par la négociation, qu'on arrête les revendications territoriales, qu'on arrête les motifs de rivalité pouvant donner lieu à des guerres, etc., etc. Et cet espace de paix, effectivement, il a assuré 40 ans ou 50 ans de prospérité, avec le souci de tous les anciens pays satellites de rentrer dans l'Union européenne dès que la tutelle soviétique a disparu. Donc, ce bilan est fragile, parce qu'encore une fois, ce n'est pas vraiment un État suprafédéral, ce n'est pas non plus une entité collective d'État. Vous voyez bien la difficulté de von der Leyen à sortir une espèce de consensus, plus les États frontaliers de la Russie disent arrêtez, il ne faut pas rentrer dans une ligne de conflit avec la Russie. Donc c'est un processus qui progresse par crise, l'Union européenne. Hein,
Ce n'est pas parce qu'il y a une crise qu'il va s'arrêter, au contraire, c'est comme un moteur explosion. C'est quand il y a une crise qu'il avance. Donc ça, c'est un acquis qu'il faut absolument garder. Simplement, il avait cette garantie qui était la garantie otanienne. Donc ne pas s'occuper des questions de défense, ou en tout cas ne pas s'occuper de système industriel de défense. On s'en satisfaisait, surtout que beaucoup de pays considéraient qu'acheter américain était la meilleure garantie de l'association et du lien à créer, du lien transatlantique. Les Français, eux, l'ont pensé autrement, et donc nous, on s'est beaucoup dirigé vers l'exportation extérieure à l'Union européenne. Et c'est là-dessus que finalement la France a réussi à entretenir une capacité industrielle que beaucoup d'autres pays, et les Anglais aussi d'ailleurs, en faisant de l'exportation, que d'autres pays industriels dans lesquels ils ne voulaient pas s'engager. Mais pour des raisons politiques autant qu'industrielles. Encore une fois, quand on présentait une formule industrielle acceptable, je vous cite l'exemple d'Airbus, il y a, je ne sais pas, 6 États qui participent à la fabrication d'Airbus, vous voyez, donc ça ne veut pas dire que la chose est impossible, mais ça veut dire qu'il fallait ce choc politique que représentait à la fois l'éclatement du RSS, la présence de Trump, son discours, etc., qui tout à coup met tout le monde autour de la table pour se mettre à parler de la constitution d'une force de défense européenne. Donc, il ne faut pas désespérer. Est-ce qu'il faut toujours un ennemi pour structurer, homogénéiser un peuple et l'emmener dans un narratif? Parce que les narratifs qui permettent de soulever les affects des différentes populations européennes, ils ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Ils ont pas les mêmes, ils ne se revendiquent pas toujours d'ailleurs européens. Et d'ailleurs, c'est particulièrement compliqué d'en donner les frontières. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'effectivement, dans la naissance et la maturation de l'identité, il y a toujours plus ou moins en filigrane un contre quelqu'un ou contre quelque chose. Ça, c'est sûr, que ce soit sur le plan religieux ou sur le plan politique, etc. Donc, ce discours de l'autre, de l'ennemi, encore une fois, l'autre ou le rival, hein, peu importe, c'est pas obligatoirement l'ennemi, mais est un élément constitutif qui réunit une communauté. Bon. Maintenant, si vous êtes corse, vous dites que l'ennemi, c'est le continental. Oui, donc c'est pour dire que le discours, il peut être futile ou il peut être vraiment très, très sérieux. Là, je suis en train de travailler sur un projet justement parce que, si vous voulez, dans l'histoire traditionnelle, c'est la mythologie qui définit l'ennemi. Souvenez-vous, la guerre de Troie. Donc il y a un récit mythique avec des héros que personne n'a vus, mais enfin, c'est pas grave, ça constitue une espèce d'identité dans laquelle toute la Grèce antique va se reconnaître. Après, vous avez eu des gens qui ont commencé à construire des histoires légendaires, mais un peu plus assises sur la réalité. La mythologie de Jeanne d'Arc, si vous voulez, c'est quand même un des éléments de la Troisième République pour expliquer ces salauds d'anglais, quoi. Après, vous avez eu effectivement des grands écrivains qui ont écrit des histoires nationales, comme Michelet, comme Gibbons, etc. C'est-à-dire, eux, ils ont figé dans un récit académique ce qui devait être la caractéristique de la France. Bon, maintenant, on est quand même plutôt dans un moment où, si vous voulez, les gens sont plus distanciés vis-à-vis de ces éléments dans lesquels on est les gentils, ils sont les méchants. Cela dit, ça reste quand même une des bases essentielles. Hein. Je ne me fais pas d'illusions là-dessus. Avant que les Polonais et les Allemands se réconcilient, si vous voulez, il va passer du temps encore. Hein. De même qu'avec les Russes, les pauvres Polonais, ils en ont pris plein la gueule à chaque fois, soit d'un côté, soit de l'autre. Bon. Donc, tout ça, c'est un élément d'histoire qui va au-delà du discours, mais qui est essentiellement essentiel. Rappelez-vous, Willy Brandt se mettant à genoux devant le mur du ghetto de Varsovie, parce que justement, lui était prêt à faire ce geste d'amendement. Mais on était dans une époque où l'enthousiasme, si vous voulez, du dégel, quoi. Donc aujourd'hui, on le voit bien avec des gens comme Orban, qu'ils ne sont pas du tout prêts à adhérer à un discours européen qui serait trop dénonciateur de la Russie. Bon. Mais c'est pas grave, encore une fois, l'Europe, c'est un moteur à explosion. Pas seulement Orban, d'ailleurs, beaucoup d'États européens qui montent une extrême droite assez importante dans l'Union européenne, qui fragilise aussi la potentialité d'un discours vraiment commun. Oui, mais en même temps, si vous voulez, qu'on soit dans une espèce de mutation politique. Rappelez-vous qu'avant-guerre, la gauche était pacifiste. Quand on avait Hitler en face de soi, on se dit, putain, comment on peut se tromper à ce point-là, quoi. Qu'après-guerre, la gauche sera effectivement à excuser l'URSS dans beaucoup de domaines, et en particulier la répression sur les anciens pays satellites. Donc vous dites, mais alors quoi, pour avoir juste, il fallait être de droite ou d'être de gauche? Tant qu'on était dans l'Est-Ouest, on se disait, bon, ça va, la gauche c'est comme ça, la droite c'est comme ça. Mais depuis, qu'est-ce que c'est que d'être de gauche et d'être de droite?
voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Moi, je suis personnellement, si vous voulez, j'avais plutôt une tradition de gauche, mais il y a des moments où je me dis, mais qu'ils arrêtent de déconner, quoi. Il y a des réalités qui existent. Voilà, je vous prends un exemple. L'Inde, indépendante de 1947, a fait plus de conflits que la Chine. La Chine en a fait 2, mais encore c'était très limité. L'Inde a fait la guerre à Ceylan, le découpage du Pakistan, enfin je veux dire. Mais l'Inde, c'est le pays de Gandhi, c'est le pays de la non-violence. Tandis que la Chine, c'est le pays de Mao, donc c'est des agressifs. Mais ils ne sont jamais sortis des frontières, mais ça ne fait rien. Donc ce discours-là est assez intéressant à écouter, parce que quand vous dites, mais donnez-moi des preuves, expliquez-moi. Ah oui, mais vous vous rendez compte, les défilés sur la place rouge, etc. Vous voyez, sur la place Tiananmen. Donc ce discours de la, comment dire, de la construction de l'ennemi est celui qui m'intéresse le plus, parce qu'encore une fois, il a peu de rapport avec la réalité, il s'en fout d'ailleurs, hein, peu importe, l'important c'est qu'il y a un ennemi qui motive. Alors maintenant, on est effectivement dans la situation en Ukraine où il y a un véritable problème qu'il faut apprendre à résoudre. C'est-à-dire démontrer aux Russes que leur force militaire ne suffit pas à leur faire obtenir gain de cause. Il faut faire comprendre aux Ukrainiens que le découpage du camarade Staline a laissé la merde partout et que donc il y a des entités russophones qui ne considèrent que ancienne puissance, ancien dominant, on leur impose l'utilisation de l'ukrainien comme langue officielle, bon, qu'ils ne soient pas contents, on peut le comprendre. Expliquer effectivement aux Occidentaux qu'ils sont obligés de fournir des armes et que comment dire, l'engagement est une espèce de mécanique qu'on ne sait pas arrêter à un certain moment. Bon, tout ça, ça fait beaucoup de choses à expliquer. Hein. Bon, heureusement, je suis en retraite. Vous avez parlé notamment du cadre ukrainien et de la Russie. Vous avez entendu dans vos derniers ouvrages faire la comparaison entre les sorties de guerre 14-18, 39-45, alors 14-18 c'est l'humiliation de l'Allemagne, etc., qui en fait d'une manière ou d'une autre aboutit à une seconde guerre. Pour le coup, on fait la reconstruction, le plan Marshall, la réconciliation franco-allemande, etc. C'est un travail qui n'a pas été fait à la fin de la guerre froide envers la Russie. Alors maintenant qu'on est en 2025 et qu'on entrevoit possiblement une sortie de guerre entre l'Ukraine et la Russie, est-ce qu'on est condamné à cette construction de l'ennemi, aussi légitime qu'elle soit? Est-ce qu'on a les moyens aussi de développer un narratif, entre guillemets, de déconstruire l'ennemi qu'on a depuis 1945? D'abord, il y a 2 ennemis. Hein. N'oubliez pas qu'on a le salafisme, si vous voulez, qui continue à rester une menace sous la forme terroriste, ce qui est toujours plus difficile à gérer. Et puis, vous avez depuis 2-3 ans le cas ukrainien et donc la réapparition de la Russie comme puissance militaire capable, si vous voulez, d'avoir des actions militaires à sa périphérie. On sort d'une époque où l'Occident triomphant était l'Occident qui se prétendait capable non seulement d'intervenir militairement partout, mais qui évidemment pensait qu'il était de sa mission de faire vivre la civilisation occidentale partout. Bon. Ce qui est complètement différent de la réalité des contextes stratégiques. Je vous dis encore une fois, je vous cite l'exemple de la Chine. La Chine n'a emmerdé personne. Sauf son sujet, c'est Taïwan. Mais on ne peut pas dire que les actions militaires depuis 1949 se soient multipliées sur Taïwan. Donc vous voyez, c'est la construction de cette entité, il faut défendre Taïwan, la démocratie, etc. C'est une construction qui, encore une fois, identifie un pays dans ce domaine, dans le label, si vous voulez, ennemi, menace potentielle. Bon. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où on a la possibilité de déconstruire un certain nombre de choses, et notamment avec la Russie. Il y a une espèce de parallèle entre l'évolution de l'Allemagne des années 20 et la Russie des années 80 quand même. Hein. C'est-à-dire que la décomposition de l'URSS a quand même été socialement extrêmement violente. Hein. 60% de l'économie russe était démonétisée. Vous voyez ce que ça veut dire quand même? Aller au marché en emportant des bouteilles vides pour les échanger contre des pommes de terre, c'est pas... En plus, Yeltsin était un ivrogne invétéré, et donc quand les Russes voient arriver un type comme Poutine, qui est sérieux, qui fait de la gymnastique, qui ne boit pas, etc., vous comprenez que le personnage soit considéré comme, et une certaine, comment dire, notoriété, popularité en Russie. Sur le fond, effectivement, on n'a pas assez respecté la Russie née de l'URSS. C'est ça que je veux dire. C'est dans la différence de l'Allemagne des années 20, si vous voulez. L'Allemagne des années 20, on a voulu lui faire payer la guerre parce que la guerre s'était passée chez nous. Hein, la destruction, c'était en France qu'elle avait eu lieu, c'était pas en Allemagne. Et donc les Allemands, ils sentaient ça comme une injustice avec la crise profonde qu'ils ont connue. Ça a entretenu l'arrivée au pouvoir d'Hitler, l'idée de la reconstitution, enfin bref, du match retour.
Avec Yeltsin, avec Poutine, on est dans une configuration différente. Mais encore une fois, le fait qu'on veuille ne pas aller jusqu'à la guerre contre la Russie, c'est plutôt un principe de précaution que je trouve assez sain. C'est-à-dire qu'on sait que ce n'est pas en faisant la guerre à la Russie qu'on va résoudre la crise ukrainienne. Maintenant, est-ce que pour autant Poutine est prêt, lui, selon des bases de négociation, encore une fois, qui sont difficiles à définir, il va accepter qu'on arrête le match? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'elle est si imminente que ça, cette menace russe? Est-ce qu'elle est Imminente? Compliqué. difficile à dire, hein. Je vous dis, il y a un décalage d'image. Ce que je vous disais à propos de l'armée rouge de l'Afghanistan et les résultats sur le terrain, et de même que l'armée russe au début de la guerre en Ukraine, et puis qui finalement plafonne et s'arrête, disons grosso modo, dans les zones russophones. Donc je ne sais pas si la menace existe, puisque c'est elle donne lieu à conflit. Maintenant, est-ce qu'elle est une menace mortelle? Ça, j'en doute. Mais on a des chiffres. Par exemple, si on prend juste les porte-avions russes, bah, ils en ont un, ils ne fonctionnent pas très bien, alors que globalement, l'OTAN, c'est 12. C'est des chiffres qui sont... On arrive à mesurer. Quand même, hein. On arrive à mesurer. Il y a un français et un anglais. Ça réduit vite, hein. Si on enlève les Américains, ça devient vite compliqué. Oui. Non, mais vous savez, dans toutes les guerres, il y a toujours ce descriptif, hein, cette espèce soit de grossissement de la menace, soit au contraire d'appauvrissement de l'état de préparation, etc. En 1939, l'armée française était la première du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ce narratif, vous ne pouvez pas l'empêcher. Allez dire aux anciens combattants que l'armée française en 1939 est une merde immobile, incapable de se défendre, et personne ne vous aurait cru. Parce que l'autre contourne, si vous voulez, les règles de la guerre telles qu'on pensait qu'elle devait se faire. Vous voyez, le début de la guerre de 14, on vivait avec le modèle de la guerre napoléonienne. Les grandes charges de cavalerie, etc. Bon, les autres avaient inventé la mitrailleuse. C'était pas... Vous voyez, encore une fois, cette construction mythologique a beaucoup de mal à se confronter avec la réalité. Et donc, pour la Russie, on est encore dans cette persistance rétinienne qui est l'idée de l'armée rouge, hein, cette masse humaine qui allait déferler, etc. Or, je ne crois pas qu'ils aient autant de facilité que ça à convoquer des jeunes pour aller se battre en Ukraine, quoi. Je ne sais pas, hein, je connais, encore une fois, il faudrait en parler avec des spécialistes de la Russie, mais je pense que les jeunes Russes, notamment de l'intérieur, ils n'ont aucune envie d'aller se battre en Ukraine, quoi. Ce n'est pas la menace vitale, si vous voulez, comme ce qu'était l'opération Barbarossa, quand tout à coup les Allemands déferlent. Pour continuer, on évolue dans un contexte où la conflictualité se traduit dans le discours des États autour de la construction de l'ennemi. On parle aussi de conflictualité cognitive autour des images qu'on renvoie de la construction de l'ennemi, etc. Quelle place est laissée à la diplomatie dans le rapport entre les États à ce niveau-là? La diplomatie, de toute façon, a un rôle qui reste essentiel, encore une fois, parce que c'est un des éléments de la constitution de l'identité de l'autre, enfin de la compréhension de l'identité de l'autre. Et effectivement, on n'est pas, il n'y a pas un processus continu de fabrication de l'ennemi. Vous voyez bien que, effectivement, d'abord l'espace européen est un espace sans ennemis, qui a renoncé à la guerre comme solution au problème qui va se constater entre des États, ce qui est quand même un espace, si vous voulez, qui est quand même assez privilégié. Bon. Donc, ce n'est pas une obligation. Simplement, effectivement, il reste un certain nombre de différends à la surface de la planète, et donc, à partir du moment où l'autre va passer de la catégorie rivale, adversaire à ennemi, c'est là que le processus de construction de l'ennemi va jouer. Donc, si vous voulez, moi, ce qui m'a frappé, par exemple, aux États-Unis, en fait, il y a 3 Amériques, et Trump n'est que le représentant d'une partie de cette Amérique, de l'Amérique du Centre. La côte Est, pardon, c'est celle qui nous fait face, c'est celle qui est la plus occidentalisée, la plus européanisée, disons. Bon, c'est celle avec laquelle il est le plus facile d'échanger et de se comprendre. Sur la côte Ouest, vous êtes face à l'Asie, c'est-à-dire dans un monde où, évidemment, non seulement se passe une révolution technologique, mais aussi pour qui l'entité pacifique est une entité géopolitique auquel nous, on n'a pas une grande attache. Si on a Tahiti et Nouméa, mais enfin, c'est pas... Voilà. Et puis, par contre, vous avez dans le centre une espèce d'espace vide intellectuel, qui est le Middle West, où vous avez des gens qui s'en foutent complètement de ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire des gens qui se disent, bon, si Washington dit ça, c'est que ça doit être vrai, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, et qui est la clientèle privilégiée des films hollywoodiens. Et c'est ceux-là qui vont décrire une Amérique bienfaitrice, redresseur de tort, etc., etc. Cela dit, ce que vous dites ce qu'on peut se dire sur l'Amérique, qu'on peut connaître parce qu'on s'y balade, si vous le transposez par exemple sur un pays comme l'Algérie.
L'Algérie va donc connaître une guerre de libération qui va être extrêmement grave, extrêmement sanglante, puisque vous allez avoir le contingent français qui va venir, il va y avoir des massacres, des douars bombardés, etc., etc. De la torture. Bon. Donc en 62, quand De Gaulle finit par conclure, signer l'indépendance. La conclusion du cessez-le-feu en Algérie, les dispositions adoptées pour que les populations y disposent de leur destin, la perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante coopérant étroitement avec nous, satisfont la raison de la France. Vous avez l'armée de l'intérieur est finalement battue par les Planchal, et puis par contre l'armée de l'extérieur va rentrer triomphante, etc. Grand enthousiasme nationaliste, indépendance, etc., etc. S'installe un court moment Ben Bella, qui avait quand même passé la guerre dans les prisons françaises, hein, rappelez-vous, il avait été arrêté, mais qui ne va pas rester au pouvoir longtemps, et donc très vite il va être remplacé par des militaires. Ces militaires sont ceux de l'armée de l'extérieur, qui ont besoin d'une légitimité qu'ils n'ont pas sur le plan militaire, mais qu'ils vont avoir sur le plan politique en disant « mais c'est le mal absolu, c'est la France. C'est la France, c'est la colonisation, etc. » Donc, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que quand vous avez formé toute une génération de jeunes Algériens dans l'idée que le mal absolu, c'était l'occupation française, mais que ces jeunes n'ont comme seule solution que de venir chercher du boulot en France, vous comprenez que ça fait une population qui est un peu compliquée à vivre, encore une fois. Deuxième chose, ils vont volontairement et avec raison réinsister sur l'islam, l'islamisation de la société, alors que nous, on avait un modèle laïque. Cette islamisation va se traduire en particulier par le fait qu'aux premières élections libres, c'est le Front islamique du salut, qui gagne. Bon. Et immédiatement, vous avez ce coup d'État militaire. Bon. Donc, vous dites, attendez, il y a quand même un problème de compréhension politique en Algérie. Le fils, les cadres ayant été arrêtés, enfin toute l'élite politique ayant été décapitée, en fait, vont se trouver les GIA, c'est les groupes islamiques armés, c'est-à-dire en fait un islam de base avec des types qui vont reprendre les techniques de la guérilla et qui vont donc considérablement gêner l'armée algérienne. Donc on se retrouve dans cette situation étonnante où ce pays qui a cultivé son identité musulmane est face à une crise profonde qui va quand même durer 10 ans, qui va faire des milliers de morts. Que nous-mêmes, on est obligé d'accueillir des gens qui sont persécutés par le gouvernement, donc c'est le statut de réfugié politique, qu'on va donner à des islamistes. Alors dans le genre, on ne peut pas dire que ce soit très cohérent, si vous voulez. Mais en même temps, si vous êtes sur le plan du droit, vous ne vérifiez pas si le type que vous accueillez est dangereux. Or, beaucoup des attentats qu'on a connus en France, c'était des gens qui justement étaient là au statut de réfugié politique et qui ensuite vont commettre des attentats. Donc on ne vérifie pas la dangerosité du type qui va postuler au statut de réfugié politique. Bon. Donc quand on est dans ces situations-là, si vous voulez, on est en droit de remettre un peu les pendules à l'heure. Deuxième caractéristique que vous connaissez, c'est que la jurisprudence européenne, depuis 2013, je crois, impose au fait que si vous voulez expulser quelqu'un, il faut vérifier qu'il sera bien traité dans le pays où vous le renvoyez. Bon, vous voyez les Algériens récupérer leurs islamistes, il ne faut pas se foutre du monde. Et donc, on a dans cette situation où les OQTF, c'est-à-dire les gens qui sont frappés d'obligation de quitter le territoire français, on ne peut pas les extrader, pour l'essentiel, pour les plus dangereux, et on est obligé de les garder sur le ventre. Bon. Ça veut dire qu'aujourd'hui en France, comme vous êtes OQTF, vous êtes pris en charge. Si vous êtes SDF, vous n'êtes pas pris en charge. Vous voyez le paradoxe de ce juridisme, si vous voulez, qui n'a plus de fondement. Donc, c'est un peu de tout ça, et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, les positions de droite et de gauche sont des positions qui ne sont plus du tout celles qu'on avait auparavant, où le statut de réfugié politique était une grande générosité, si vous voulez, plutôt qualifiée de gauche, mais qui en fait a généré des risques, si vous voulez, sur lesquels l'opinion française est beaucoup plus distante. Voilà. Donc ça fait partie des problèmes que vous aurez à gérer. Vous avez parlé du nécessaire narratif algérien anti-français, enfin du moins en partie, et qui était de nouveau voilà, nécessaire. Mais d'un autre côté, il y a aussi une mémoire française qui, elle, exclut également, au moins partiellement, certaines des violences qui ont été exercées en Algérie pendant un temps. On peut penser au massacre de Sétif et Guelma, qui n'est pas forcément la chose que tous les gens connaissent. Voilà. Et il y a aussi ces enjeux-là en France. Mais votre rappel des émeutes de Sétif est d'autant plus intéressant qu'on est en plein procès de Nuremberg. C'est-à-dire qu'on est en train de condamner les leaders allemands nazis pour ce qu'ils ont fait, les massacres, les bombardements, les exécutions, tout ce qu'on veut. Et en fait, les émeutes de Sétif et de Guelma, c'est pendant le procès de Nuremberg. Et on va reprendre la recolonisation
sans jamais penser à mettre en procès les gens qui vont refaire la reconquête coloniale. Pareil, pareil au Vietnam, hein, les bombardements d'Haiphong. Donc, vous voyez, c'est intéressant pour montrer combien le narratif, si vous voulez, il est à usage unique, usage interne, hein, il n'est pas à usage international. Et donc aujourd'hui seulement commence à s'ouvrir un débat après l'affaire Apathy. Donc il faut dissocier les dossiers. Terrorisme en Algérie. Mais si nous avons une difficulté à avoir des relations saines, on n'a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie. On a mis des gens, on a mis des femmes et des enfants dans une église, on a mis le feu. de la conquête Mais vous en vous rendez compte Algérie. ce que vous dites? Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie? On s'est comporté comme des nazis. Combien de villages ont été massacrés? Mais des femmes? Jean-Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie? Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Combien de femmes? Combien de femmes, d'enfants? Mais on n'a pas mis des mais vous ne connaissez pas du tout l'histoire de la conquête, de l'Algérie par la France. Vous voyez, j'ai mais quand même vous ne les la chakras connaissez pas ouverts. du tout. Vous ne savez pas du tout que les villageois fuyaient les colonnes des soldats français. De gens qui disent mais en Algérie on s'est comporté comme ça. C'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire qu'effectivement vous avez eu des massacres comme dans toutes les guerres. Enfin je ne connais pas de guerre qui ne fasse pas de massacre. Hein. Vous l'aviez eu avec les Américains au Vietnam. On l'a fait nous-mêmes. En Indochine, beaucoup moins, parce que c'était une guerre dans laquelle c'était l'armée de métier, et puis elle était complètement sous-équipée, etc. Mais il y a eu effectivement des massacres en Algérie, c'est une évidence. Et effectivement, quand on a la supériorité de l'aviation, on bombarde quand on n'a pas envie d'envoyer des troupes. Enfin, donc tout ce phénomène-là est un examen critique qui ne s'est jamais passé. Est-ce qu'il faut le faire maintenant, selon quelle modalité? Je ne sais pas, mais c'est une... Regardez l'histoire de Rambo, le film. C'est l'ancien combattant qui revient. Et l'ancien combattant, il est mal accepté parce que la société américaine en a marre d'entendre parler du Vietnam. Donc vous voyez ce rapport entre le type qui estime qu'il a livré s'est défendu son pays, quelle que soit la cause, hein, ça importe peu, et son pays qui en a marre et qui ne veut plus entendre parler, c'est un peu comme la France de 62, elle n'avait plus envie de parler de la guerre d'Algérie. Parce qu'il y a quand même eu le contingent, il y a eu, je vous dis, 1 200 000 Français qui sont passés en Algérie, indépendamment des pieds noirs. Hein. Et donc ça a marqué toutes les familles françaises, et la fin de la guerre d'Algérie, c'était ouf, quoi, voilà. Donc encore une fois, la construction de la mythologie est une construction lente, c'est seulement après que, quand les passions sont calmées, qu'on peut effectivement aborder la chose avec plus de distance. C'est le travail des historiens, quoi. Et autant on peut se réapproprier dernièrement une mémoire sur la question algérienne, autant en Indochine, ça n'arrivera jamais, elle a été balayée par l'Algérie. Et je veux dire encore une fois, le bombardement d'Haiphong, c'est d'une violence monumentale et c'est quelque chose qui est complètement soustraite des narratifs mémoire française. C'est-à-dire que la guerre d'Indochine s'est terminée pour la France par quelque chose qui est effectivement assez douloureux, qui est la défaite de Dien Bien Phu quand même. C'est-à-dire que autant en Algérie, l'armée française avait appris, autant effectivement c'était une guerre de guérilla, etc. Tandis que l'Indochine c'était lointain. Et puis, très rapidement, on s'est trouvé face à une armée constituée, c'est-à-dire finalement, la défaite de Dien Bien Phu marquait, on était en pleine négociation de Genève. C'est-à-dire qu'on se disait, bon, on va trouver une solution politique, la solution était militaire, c'est-à-dire qu'après Dien Bien Phu, il était hors de question, si vous voulez, d'imaginer encore de garder... Mais on était, encore une fois, dans cette idée que on allait fixer la résistance Viet Minh avec une base qu'on allait mettre dans les hauts plateaux, et puis ils allaient se piéger là-dedans parce qu'ils veulent venir attaquer, etc. Bon. C'était des visions théoriques. Le problème, c'est qu'ils avaient en face d'eux un type qui s'appelait Diab, qui lui connaissait bien le terrain, et qui a très bien compris quel était le plan de l'armée française, et qui a fait exactement le contre-pied de ce qu'on croyait. C'est ça le génie militaire, quoi. Et vous en avez parlé tout à l'heure, il me semble en off, c'est l'idée que en fait, le gagnant, c'est celui qui fera la guerre différemment. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. Ou celui qui tiendra le plus longtemps, ça dépend. Regardez la guerre du Vietnam, c'est finalement par lassitude qu'ils l'ont emporté. Il n'y a pas eu de bataille décisive, mais c'est l'opinion américaine qui en avait marre, quoi. Qui disait, mais pourquoi qu'est-ce qu'on défend là-bas, etc. Donc il y a tous les plans qui jouent à la fois. Il y a à la fois sur le plan militaire, mais il y a le plan politique, mais il y a aussi le plan de l'opinion publique. Et effectivement, dans des guerres lointaines comme ça, l'opinion publique est un enjeu important. Ça ne veut pas dire que les Américains soient devenus communistes. Ça veut dire qu'ils disaient... pourquoi est-ce que nos boys vont mourir là-bas, quoi? Moins impérialiste, ou du moins. Pardon?
j'allais dire moins impérialiste, mais c'est surtout sur l'évitement de la perte de soldats. Oui, mais si vous voulez, si la même guerre s'était passée en Amérique latine, les Américains l'auraient accepté, l'opinion américaine l'aurait peut-être accepté différemment. Là, c'était lointain. Ils étaient partis avec l'idée que de toute façon les Français étaient mauvais, ils s'étaient fait battre, mais qu'ils allaient gagner. Ouais. Donc, encore une fois, toutes ces croyances-là sont celles qui vont constituer à la fois le ressort de la décision politique et éventuellement la conviction de l'opinion publique. On va revenir sur certains des thèmes qu'on a abordés, notamment les autres formes de conflictualité. Hein. Vous avez peut-être un peu vous refusez au moins en partie le terme de guerre pour quand il s'agit de guerre cognitive, guerre informationnelle, cyberguerre. Mais en tout cas, ces autres formes de conflictualité-là qui sont quand même au cœur de notre rapport aux autres. Vous, on savait que ça permet aussi de revenir sur une partie de votre carrière. Vous avez dirigé pendant une dizaine d'années une entreprise d'intelligence économique, CEIS. Est-ce que pour vous, c'est un enjeu, l'intelligence économique aujourd'hui en France, en tout cas notre rapport à sa gestion de ces conflictualités-là, et comment est-ce qu'on crée des narratifs justement autour de ces autres formes de conflictualité? Il y a deux choses. Hein. D'abord, l'intelligence économique et la privatisation de l'intelligence économique avec des sociétés comme CEIS, ça veut dire qu'il y a une privatisation du besoin d'information que l'État gère avec ses moyens, c'est-à-dire avec le Quai d'Orsay, avec les services de renseignement. Bon. Ça veut dire qu'il y avait non seulement la révolution informatique qui faisait que beaucoup de connaissances étaient dorénavant beaucoup plus accessibles et qu'il y avait un besoin privé. Alors la différence entre un service de renseignement et une boîte d'intelligence économique, c'est qu'une boîte d'intelligence économique, vous avez un client privé, identifié, qui a une demande précise à laquelle il demande une réponse précise. Alors qu'un gouvernement, même s'il a effectivement des demandes précises, il a aussi un service et des services diplomatiques qui ont vocation à ramasser beaucoup de choses, si vous voulez, avec des degrés de hiérarchisation qui peuvent être extrêmement différentes. Bon. Quand vous êtes dans un pays dans lequel la France n'a aucun intérêt, vous faites de toute façon un télégramme diplomatique pour expliquer que dans ce pays du monde où la France, etc., toutes les élites sont fascinées par la France et que tout le monde attend la position du gouvernement français, c'est votre rôle d'ambassadeur de ne pas dire à Paris tout le monde s'en fout de ce que vous pensez. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des sociologies de la décision, c'est comme chez les militaires en disant on est battu mais on fait une retraite stratégique. Donc il y a des qualificatifs, si vous voulez, dans toutes les professions. Le Quai d'Orsay est composé de gens intelligents mais qui sont souvent obligés effectivement d'adapter la discussion. Ils ont une linguistique suffisamment riche pour pouvoir dire le contraire de ce qu'ils ont envie de dire. Donc si vous voulez, ce mécanisme, cette sociologie de la décision est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup fasciné parce que j'ai souvent participé à des décisions dans lesquelles le ministre ne s'intéressait pas à la crise elle-même. L'URSS ayant disparu, il n'allait pas se mêler de la crise en Centrafrique et donc la question pour le ministre de la Défense, c'était si j'envoie des troupes, est-ce que je gagne des voix, quoi. C'est à peu près ça. Bon. Donc la géopolitique à ce niveau-là, si vous voyez, c'était pas véritablement le sujet du moment. Je pense qu'aux États-Unis, ça doit être un peu pareil. Quand vous avez un type comme Trump, ou même comme George Bush Jr., qui va déclencher, après le 11 septembre, George Bush Jr., il avait fait une fois un voyage au Mexique. C'était à peu près toute son expérience internationale. Il avait fait son service militaire dans la garde nationale, donc on ne peut pas dire que c'était un grand connaisseur international. Après le 11 septembre, et donc cette mondiovision de l'écroulement de la puissance américaine, il fallait une guerre. Ce qui est intéressant, c'est qu'en janvier 2002, il décide l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord, pas de l'Arabie Saoudite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il avait autour de lui des gens qui avaient déjà préparé le discours et sur lequel il s'est facilement laissé convaincre. Vous savez, il y a une boîte qui va voir l'ambassade d'Arabie Saoudite dès le 12 septembre qui s'appelle Corvis, une boîte de relations publiques, qui leur dit, vous savez, vos affaires, ça va mal. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez à dire? Ben, écoutez, vous avez tort de vous désintéresser de la question de votre image, parce que, quand même, Ben Laden, etc. Bref, l'ambassade passe un contrat avec Corvis, et Corvis va s'occuper essentiellement d'aller s'occuper du rapport que le Congrès est en train de faire sur le 11 septembre. Et Corvis va réussir une performance extraordinaire, puisqu'il va faire classer secret défense les 12 pages ou 20 pages qui concernent l'Arabie Saoudite, qui vont être déclassifiés par Obama 15 ans plus tard. Donc vous dites, même si dans une grande démocratie comme ça, vous avez quand même la capacité, si vous avez beaucoup d'argent et si vous avez une image stratégique, si vous voulez, qui vous protège, de mentir à la plus grande démocratie du monde. C'est quand même fascinant. Et donc, on va déclencher cette guerre en Afghanistan, première intervention extérieure.
les Afghans, je vous en ai fait le résumé rapidement, je suis sûr que Bush était entouré de gens qui allaient lui dire « Non, chef, vous inquiétez pas, l'Afghanistan... » 20 ans, c'est pas rien quand même, hein, 20 ans de présence occidentale. Après l'Irak, alors là l'Irak c'est les hauts évangéliques et les néoconservateurs qui disent mais il faut en profiter, le recul de l'URSS, etc., etc. C'est l'occasion ou jamais de faire la paix au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, je vous le fais en 2 mots. Après le traité de Versailles, décomposition de l'Empire ottoman, donc après la guerre de 14, traité de Versailles, les Français et les Anglais prennent des règles avec un crayon rouge et ils disent ça ce sera à toi, ce sera à moi. Ils s'en foutent des populations qui sont sur place. Hein. Que les Kurdes soient ci, que les chiites soient comme ça, etc. Donc les pays du Moyen-Orient sont, avec l'Afrique, les seuls pays du monde dans lesquels les frontières sont rectilignes. D'habitude, vous vous dites, attendez, une frontière, regardez la malle qu'on a décidé, la frontière de la France. Mais non, là, c'était pareil, c'était une décision impériale. Et donc, qu'on ait laissé derrière soi des entités qui n'avaient aucune chance de survivre, on s'en fichait, parce que c'était, encore une fois, sous mandat colonial. Et puis, ça a donc donné naissance à des dictatures que vous connaissez, Saddam Hussein, Assad, etc., etc. Ça veut dire que tant que ces gens-là, dans la guerre froide, étaient d'un côté ou de l'autre, si vous voulez, il y avait une espèce de stabilité pour laquelle on disait vous faites ce que vous voulez du moment que vous n'êtes passé pas de l'autre côté. C'était à peu près la règle de fonctionnement. Alors, autre caractéristique qui est importante, et ça c'est un sujet sur lequel je travaille actuellement, c'est la géopolitique mémorielle. C'est-à-dire, pour la première fois, on reconnaît en 1947 qu'une population qui a souffert, les Juifs, ont droit à un État. Ça faisait 2000 ans quand même qu'ils étaient en vacances en train d'essayer de se retrouver un État. Mais rappelez-vous, il y avait des projets à l'époque coloniale où on voulait créer un État d'Israël en Ouganda. Parce qu'on se disait, bah oui, mais ça c'est un morceau de la colonie anglaise, c'est pas grave. Et puis, en URSS aussi, il y a eu effectivement, comment il s'appelait d'ailleurs, cet État juif, etc. Bref. Mais là, pour la première fois, on reconnaît une espèce de droit à la mémoire, de réparation à une population qui a souffert, qui en plus venait d'être massacrée par le nazisme, etc. Mais évidemment, dans une perspective coloniale, après tout, les Palestiniens, ils n'existent pas. Pourquoi voulez-vous qu'on se préoccupe du sort des Palestiniens? Donc on est en train de créer, si vous voulez, un mécanisme où, au titre d'une mémoire de la souffrance, il va falloir trouver une compensation. Mais si vous pensez par exemple au cas de l'Algérie, c'est pareil, c'est la mémoire de la souffrance qui vous définit toute la relation avec la France, avec d'autres États, etc. Donc chacun a son mémorial qui va constituer sa base géopolitique. Bon. Et donc on est sur des situations qui sont assez nouvelles. Et aujourd'hui, par exemple, vous avez les diasporas qui sont ici, qui vont participer à la définition d'une crise qui va se situer là-bas, quel que soit l'endroit, mais avec les diasporas qui de toute façon ne risquent pas leur vie, qui donc peut-être plus radicales encore que les acteurs locaux. Parce que c'est ici qu'ils vont dire, non, vous vous rendez compte, cette crise-là, c'est grave, etc., etc. C'est ce que font les salafistes, c'est-à-dire qu'ils font comme si le monde arabe était essentiellement persécuté par les Occidentaux, alors que le terrorisme islamiste, il tue plus de musulmans que de non-musulmans. Donc vous dites, il y a un moment, vous voyez, encore une fois, la schizophrénie fait partie de la géopolitique internationale. Hein. Donc vous avez tous ces discours-là qui sont assez intéressants à dépioter, parce que quand vous les confrontez à la réalité, c'est pas grave, la réalité n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est la construction du discours mémoriel, etc. Pareil aujourd'hui avec Gaza, si vous voulez. Vous avez aujourd'hui un massacre à Gaza, mais qui est justifié par la Shoah. Alors quand vous leur dites, mais attendez, les Palestiniens, ils y étaient pour rien, la Shoah. Non, non, mais ça fait rien. Vous avez la même chose avec les Arméniens et l'Azerbaïdjan. Les Arméniens, ils disent le Haut-Karabakh, c'est arménien, etc. Mais vous leur dites, mais attendez, ils n'ont pas participé au génocide, ils étaient russes pendant la 1915. Ah oui, non, mais c'est pas pareil, c'est pas grave. Vous voyez. Donc ce processus mémoriel est devenu un ressort de la conflictualité, le tout avec l'appui des diasporas. La diaspora arménienne aux États-Unis, etc., plaide, ou la diaspora juive aux États-Unis est d'autant plus radicale qu'elle est parfois plus radicale que certains des acteurs locaux. Voilà, donc ça fait partie des nouveaux modes de fonctionnement de la vie internationale. Dans ces nouveaux modes, il y a aussi, comme on a essayé d'aborder un petit peu ce sujet-là, qui est la question de, bon alors la guerre ou pas, en tout cas d'une forme de grosse conflictualité économique et commerciale, mais par exemple des enjeux comme l'affaire Alstom ou l'affaire Airbus, elles ont démontré quand même, si on réutilise la sémantique de la guerre, que notre rival dans cette guerre, c'est en partie les États-Unis, est-ce qu'on peut créer un narratif et créer un ennemi autour justement de cette forme de conflictualité-là à travers ce type d'affaires? Moi, je crois pas. Je crois qu'on peut effectivement faire un diagnostic critique en disant on s'est laissé piéger, on s'est laissé enfumer, on a laissé partir un joyau de la couronne, peu importe. Mais on n'est pas dans une perspective qui risque de glisser dans la guerre. Celui qui commence à introduire l'idée de la menace militaire, c'est Trump.
C'est la première fois qu'on a effectivement un individu qui va utiliser à la fois des perspectives de géopolitique complètement nouvelles, le Canada et le Groenland. And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security. And we're working with everybody involved to try and get it. Ça, on ne l'avait jamais entendu, si vous voulez. Il ne devait pas écouter beaucoup les cours d'histoire et de géo quand il était à l'école, Trump. Ensuite, qui effectivement va discuter directement avec les Russes sur l'Ukraine, en écartant complètement les Occidentaux. Il a aussi l'avantage de dire aux Occidentaux, maintenant c'est à vous de vous prendre en main et donc c'est à vous de faire votre défense, ce qui après tout est finalement pas si mal. Donc vous voyez, dans le personnage, il y a tout à la fois, c'est-à-dire qu'il y a à la fois ce personnage qui est capable de totalement délirer face à une carte, et puis en même temps de rappeler les Européens à leurs obligations, alors qu'ils étaient savamment endormis. Moi, j'ai participé à beaucoup de conférences sur l'Europe de la défense, le pilier européen de l'OTAN, etc., mais c'était à mourir de tristesse, quoi. On pouvait s'endormir, on se faisait réveiller à la fin, quoi. Mais il ne se passait rien, puisqu'il n'y avait aucune volonté, parce qu'on craignait que l'idée même qu'il y a un pilier européen de la défense affaiblisse le lien transatlantique. C'est plus le cas maintenant. Hein? Ce serait plus le cas maintenant. Si on crée une Europe maintenant, non, mais c'est grâce à Trump, c'est pas grâce aux Européens. Oui. C'est ça qui est extraordinaire, si vous voulez. Alors que les conférences auxquelles on participait, c'était les Européens face à leurs responsabilités. Est-ce que c'est fondamentalement possible aujourd'hui d'homogénéiser les différentes forces défensives des Européens? C'est un défi, mais en même temps, il y a la culture otanienne. Hein. On a bien appris, effectivement, l'interopérabilité des matériels. Simplement, il y avait cette colonne vertébrale qui était quand même la présence américaine. Donc, ce n'est pas impossible à faire. Maintenant, c'est vrai que les cultures militaires et stratégiques européennes sont très fondamentalement différentes. Je ne suis pas sûr que le Luxembourg et Monaco aient très envie qu'il y ait une guerre. C'est des paradis fiscaux. Bon, ce n'est pas vraiment leur truc. Par contre, vous voyez bien que l'Allemagne est dans une phase de mutation, c'est-à-dire qu'elle a lavé la culpabilité de la guerre, etc., ce qui est quand même important. Les Anglais, par contre, s'en sont retirés, et eux, ils ont très envie de garder le lien transatlantique, donc je ne suis pas sûr qu'ils seraient très adhérents à une défense européenne. Ça fait beaucoup de variables, hein, mais c'est à vous, ça. Moi j'en ai marre, j'arrête. Donc vous pensez que cette culture otanienne, même dans les achats d'armement en Europe, elle survivra à Trump? Il y a au-delà de ça, il n'y a pas que les achats d'armement quand même, il y a toute une culture de l'interopérabilité, de gens qui savent se parler entre eux, qui ont l'anglais comme langue commune, etc. etc. Donc, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas le simple fait de la présence américaine, elle a laissé derrière elle beaucoup de traditions, de culture commune, etc., etc. Mais il reste évidemment une question qui est importante pour nous Français, c'est le nucléaire. Le nucléaire se partage-t-il ou pas? Grande question. Grande question, et De Gaulle a toujours dit... qu'il est sorti de la structure politique, de la structure militaire de l'OTAN parce qu'il disait le nucléaire ne se partage pas. Du reste, elle ne répond pas au principe dont j'ai parlé tout à l'heure et qui consiste pour nous à disposer de notre force atomique en propre. Si nous versons nos moyens dans une force multilatérale sous commandement étranger, nous contreviendrons à ce principe capital de notre défense et de notre politique. Terrible de penser qu'encore 40 ans après, c'est encore De Gaulle qui a imprimé sa culture et que ce type avait une vision. Et moi, j'étais d'une catégorie d'une enfance, si vous voulez, où De Gaulle, c'était la survivance d'un type qui ne comprenait plus rien au monde, vous voyez. C'est De Gaulle qui prend pleine figure 68. Or, c'était un type qui avait une vision incroyablement plus perspicace que la plupart des mecs auxquels je participais et des manifs auxquels je participais. Vous voyez? Donc, c'est quand même assez fascinant. 68, c'est en même temps, si vous voulez, Prague. C'est-à-dire les Russes à Prague, quoi, qui envoient des militaires parce qu'il y a le printemps de Prague. Donc, vous voyez, l'arbitrage entre la culture intérieure et la culture extérieure n'est pas toujours facile à concilier, quoi. Si vous êtes inspiré par un mot de conclusion, si vous êtes inspiré par un mot de conclusion pour cette discussion? Non, écoutez, non, je n'ai pas de... Qu'est-ce que vous diriez à des étudiants comme nous qui étudient les relations internationales
Moi, le premier conseil que je vous donnerai, si vous voulez, on a une formation des élites en France qui est une formation très académique. C'est-à-dire si vous faites Sciences Po, ENA, Grand Corps, cabinet, etc., et députation, vous ne mettez jamais les pieds à l'extérieur. Je parle même à l'extérieur de la société française, hein, c'est-à-dire que vous êtes un pur produit d'un système académique, et ça donne des élites qui effectivement ont ce label de la, comment dire, de la qualité, mais sans jamais avoir mis les pieds ailleurs que dans ce système politico-administratif. Moi, j'ai proposé à l'ENA, dans l'association des anciens, qu'il y ait une année sabbatique à la fin de la scolarité, que les gens soient obligés de passer 1 an sans poursuivre les études. Alors, ils font ce qu'ils veulent, ils travaillent, ils voyagent, ils font ce qu'ils veulent, mais je veux dire, soumettre, si vous voulez, leur diplôme à une confrontation avec la réalité me paraissait très important. Et nous, évidemment, on est d'autant plus marqué par cette culture qu'on n'a pas la culture des anglo-saxons, où, si vous voulez, Oxford, Cambridge, etc., sont des formations qui sont par elles-mêmes différentes, indépendantes, etc. Nous, on a cette matrice régalienne, si vous voulez. Bon. Et ça se ressent, si vous voulez, encore une fois, après, dans les processus décisionnels, c'est-à-dire que vous avez des ministres de la Défense qui n'ont jamais mis les pieds dans une crise extérieure, mais qui sont députés de je ne sais quelle circonscription, qui, pour l'équilibre interne de la formation du gouvernement, on a besoin d'eux, etc. Donc, ça, c'est une faiblesse. Alors, pour vos camarades, moi, je dirais, si vous faites des relations internationales, commencez par voyager. Allez, c'est tout con, mais... Alors, il y a plusieurs types de voyages, hein, parce que moi, j'ai fait les deux. C'est-à-dire, j'ai fait le voyage... Quand j'étais étudiant, j'ai eu la chance de faire mes études après 68. Après 68, les examens n'étaient jamais un problème, si vous voulez. Hein. Donc j'ai beaucoup voyagé avec ma femme. Je suis allé en Afghanistan en voiture, on est allé en Iran en voiture, on est allé au Liban en voiture. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que vous voyez la transition. C'est-à-dire que quand vous allez en Turquie et que vous êtes à Istanbul, vous n'êtes pas en Turquie dans le fin fond de l'Anatolie. Et c'est un pays qui, justement, est d'une espèce d'ambiguïté structurelle qu'on connaît bien. Bon. Pareil, quand vous êtes... En Afghanistan, vous vous rendez compte que l'Afghanistan, ce n'est pas les fiers Pashtuns en train de se battre comme dans les cavaliers de Kessel. C'est des mecs complètement obtus qui oppriment leurs femmes, enfin, etc. etc. Bon. Donc, ce contact avec le terrain amène effectivement à une espèce de modestie dans le jugement. L'autre aspect que j'ai pratiqué, c'est les voyages officiels. Les voyages officiels, vous êtes reçus... par les chefs de l'autre côté qui vous disent, etc., combien c'est important la relation avec le franc, c'est de patati et patata, et vous avez en face de vous des gens qui sont formés comme vous, et qui vont vous dire le discours que vous avez envie d'entendre, enfin, qu'ils croient que vous avez envie d'entendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est une découverte de l'autre, mais pour des gens comme vous qui veulent faire des relations internationales, moi, je vous conseille d'abord de faire le bas, après, vous ferez le haut si vous y arrivez, mais c'est très important. C'est très important. Vous savez bien, quand vous allez aux États-Unis, si vous allez à New York, si vous allez dans le Minnesota, si vous allez dans le Delaware, c'est pas la même population, quoi, je veux dire. Donc, c'est très... cette modestie, si vous voulez, ou cette complexité de la vie internationale est une chose dont il faut profiter, qu'il faut découvrir, si vous voulez, quand vous en avez l'opportunité. Et même en Europe, d'ailleurs, vous vous rendez compte que c'est une structure culturellement composite, sociologiquement composite, religieusement composite, etc. Donc, il faut la découvrir. Pierre Conessa, merci. Ben de rien, c'était un plaisir. C'est la fin de ce café incubateur. Merci à tous de l'avoir suivi. On espère qu'il vous a plu. On tient à remercier chaleureusement Pierre Conessa d'avoir accepté notre invitation.